Alors, est-ce que là, vous me voyez, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ouais. Pardon, j'avais oublié d'activer les boutons. Donc, je disais que j'avais passé très vite sur l'épidémiologie, parce que c'est pas très passionnant, que c'est une spécialité, la néphrologie est une spécialité très, très jeune, puisque la description du premier patient insuffisance rénale avec une jambe écrasée, qui a fait donc l'insuffisance rénale anurique et en est mort, date du bombardement de Londres, donc ça date de moins de 100 ans maintenant. Que c'est une spécialité du coup où il est un peu attendu que la définition de l'insuffisance rénale ne soit pas parfaite. Aujourd'hui, elle est basée sur des critères basés sur l'augmentation de la créatinine ou la diminution de l'expression de la créatinine, donc de la GFR, et sur des critères de diurèse. Or, durant ce cours, je vais vous montrer que l'augmentation de la créatinine n'est pas un bon index, en tout cas dans notre contexte de post-op cardiaque PED, et que la diurèse est tellement multifactorielle que c'est un peu illusoire de réfléchir en termes de diurèse. Donc, les choses sont encore imparfaites. L'incidence d'insuffisance rénale est élevée, mais parce qu'il y a de plus en plus de cardiopathes qui survivent et il y a de plus en plus de cardiopathes qu'on opère dans le monde. Donc, c'est assez relatif. Et donc, je m'étais arrêtée à cette diapo où une publication américaine compare l'odds ratio pour la mortalité post-opératoire de l'insuffisance rénale selon le stage avec comme facteur de risque le ventricule unique et l'ECMO. Et donc, je disais que nous n'étions pas tout à fait d'accord avec ça, en tout cas les centres européens, parce que dire que l'insuffisance rénale stage 3 vous augmente le risque de mourir par 10, alors que le fait d'avoir un ventricule unique uniquement par 2,5 est tout simplement lié au fait que ce que nous, on considère ventricule unique en Europe n'est pas la même chose que aux États-Unis, ils considèrent comme ventricule unique. Et ça, professeur Belli, je pense qu'il vous a touché un mot là-dessus. Et donc, bon, c'est peut-être un peu exagéré de notre point de vue. Mais en tout cas, c'est effectivement un facteur de risque indépendant de décès en post-opératoire. Alors, la prévalence est très, très variable selon la définition qu'on en donne. Et notamment, là, vous voyez, il y a des centres où la dialyse est très, très prévalente, très fréquente. Et donc, forcément, ceux-là, ils ont un risque de mortalité moins élevé, mais parce qu'ils ont dialysé des patients plus moins graves, alors que ceux qui dialysent peu uniquement les patients très graves, bah, ils ont un risque de mortalité plus élevé. Donc, l'épidémiologie, il faut l'interpréter avec des pincettes parce que tout dépend de la définition qu'on donne aux choses. Et déjà, de départ, la définition de l'insuffisance rénale telle qu'on l'a fait aujourd'hui de l'insuffisance rénale aiguë n'est pas adaptée à notre spécialité. Alors, néanmoins, lorsque l'insuffisance rénale aiguë survient en post-op, le risque, c'est que les patients se retrouvent avec une insuffisance rénale chronique un peu plus tôt dans la vie. Alors, le rein, c'est un peu comme le cerveau. On perd des cellules, des unités fonctionnelles rénales tout au long de notre vie. C'est un processus normal de vieillissement du rein. Et tout comme le cerveau, il ne régénère pas. Il y a une compensation par les unités néphronique adjacente, mais le néphron qui s'est fibrosé, il restera fibrosé et terminé. Ce qui fait que si on vivait tous jusqu'à 100 ans, on serait tous un centre rénal à la fin. C'est normal. Maintenant, si vous ajoutez à cela, à ce phénomène naturel, une agression néphrotoxique, forcément, le rein va perdre des cellules plus vite et donc le patient va devenir un centre rénal chronique plus vite dans la vie. Voilà. Euh, mais voilà, on n'a pas beaucoup de publications sur l'insuffisance rénale chronique chez l'enfant, mais voilà, celle-ci montre que déjà euh, très tôt en post-opératoire, on a des signes d'insuffisance rénale chronique chez ceux qui ont fait des insuffisances rénales aiguës sévères. Alors, il y a des sociétés savantes qui se réunissent régulièrement pour améliorer la définition de l'insuffisance rénale aiguë, pour en déduire des facteurs de risque, des conduites à tenir, et c'est très décevant parce que ça retombe chaque fois à, il n'y a pas assez de données, on sait toujours pas, et tout
tout reste pour l'instant focalisé sur la prévention. Alors, la physiopathologie, donc là on va entrer sur un terrain un peu plus intéressant, la physiologie rénale et la physiopathologie. Alors, il y a deux parties du néphron, il y a le glomérule et le tubule rénal. Alors, le néphron, le glomérule, il reçoit énormément de débit. La plupart du débit sanguin rénal arrive au glomérule. Il fait une filtration glomérulaire qui est un processus parfaitement passif. Il n'utilise pratiquement pas d'oxygène alors qu'il en reçoit énormément. L'hématocrite à ce niveau est l'hématocrite systémique et la PO2 à ce niveau est élevée. Et le métabolisme à cet endroit est parfaitement aérobie, mais de toute façon, le métabolisme est tellement faible que c'est une perfusion de luxe qui reçoit le glomérule. Alors que c'est tout le contraire pour le tubule rénal. Le tubule rénal travaille énormément. Il doit réabsorber tout ce que le glomérule a filtré, enfin 99%. Et donc, il va utiliser pratiquement toute la consommation en oxygène du rein est représentée par la consommation en oxygène tubulaire. Malheureusement, le débit sanguin à ce niveau est 10 fois moins élevé que celui de la corticale, donc du glomérule. Et aussi l'hématocrite est moitié de l'hématocrite systémique. La PaO2 à ce niveau-là est très basse et même cette zone-là est divisée en deux parties, la médullaire profonde et la médullaire superficielle. La médullaire profonde, elle est tellement profonde qu'à ce niveau, il y a pratiquement plus d'oxygène qui arrive et le métabolisme est déjà anaérobie, même en conditions idéales. Donc cette partie, en fait, ne va pas souffrir d'hypoxémie puisqu'elle travaille déjà en anaérobiose parfaite. Et donc, c'est la médullaire superficielle qui, elle va souffrir en cas d'hypoxie rénale parce qu'elle a un métabolisme aérobie. Mais elle travaille déjà dans des conditions tellement extrêmes et tellement limites que la moindre diminution du débit de la délivrance oxygène du rein va la mettre en hypoxie. Donc, vous avez compris, c'est cette partie-là qui va être le primum movens dans la survenue d'insuffisance rénale dans notre spécialité par ischémie, reperfusion et tout ce qu'on va dire dans les diapos qui viennent. Donc, c'est cette toute petite partie du tubule. Alors après, on a affaire à des enfants et beaucoup avec à des nouveau-nés. Le débit de filtration glomérulaire est très bas à la naissance et durant la première semaine de vie, il augmente et il devient à peu près raisonnable. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on ne se jette pas sur les enfants à les opérer à J0 et on se donne toujours, vous avez vu la réponse qu'il avait fait le professeur Belli aujourd'hui, le Norwood, on va pas le faire à J0, on va le faire 4-5 jours plus tard, parce que entre-temps, le rein se serait là un tout petit peu amélioré. Et eux, ils naissent aussi avec un niveau d'angiotensine très élevé. Ils ont un tonus sympathique qui est très, très, très fort. Et donc, ils ont d'emblée des résistances vasculaires rénales élevées. Donc, la moindre agression, le moindre bas débit va encore plus les élever et va être à l'origine d'une ischémie rénale. Alors, parmi les facteurs de risque, tous ceux qui ont été testés ont une valeur quelconque. En tout cas, ce qui est sûr et qui sont aujourd'hui reconnus, c'est l'âge, la complexité de la chirurgie et forcément le temps de CEC dans notre spécialité. Alors, les odds ratio là sont inférieurs à 1 parce qu'en fait, c'est comparé à l'âge néonatal, donc à J0 de vie. Enfin, à cette catégorie-là, pardon. Donc, forcément, plus on est grand, moins on a des risques d'insuffisance rénale. Plus on a des chirurgies complexes, plus on a de risques, et plus on a des chirurgies longues, plus on a de risques de faire l'insuffisance rénale. Alors, je rajouterai à ceci, plus on est jeune en âge, à partir du moment où on est né, on a, plus on est âgé en jours par rapport à J0, le risque diminue. Donc, plus on est vieux en jours, on a moins de risques. Et par contre, plus on est vieux en âge gestationnel, moins on a de risques. Donc, ça voudrait dire que les prématurés sont à risque encore plus élevé que le nouveau-né à terme de faire une insuffisance rénale post-opératoire. Et pourquoi?
Et ça, c'est assez décevant et assez euh, dé- enfin, c'est peu encourageant à voir ça. En fait, on est avec un capital de néphrons qui est déterminé par notre âge gestationnel et par notre poids de naissance. Donc la néphrogénèse est terminée à 36 semaines. Donc si on est très grand prématuré, on est avec beaucoup moins de néphrons. Mais si on a passé le cap de 36, on est en théorie bon, sauf que le nombre de néphrons dépend aussi de notre poids de naissance. Et donc ça, c'est bien sûr fait sur des études nécropsiques et on voit une corrélation presque linéaire. Là, ce sont des adultes et là, c'est chez les enfants. Vous voyez, c'est presque parfaitement linéaire. Et donc, bah, plus on est petit à la naissance, plus on est à risque. Et ça, malheureusement, il n'y a pas de traitement pour ça. Et donc, ces sociétés savantes qui se réunissent donc régulièrement, donc là, c'est la dernière conférence de consensus, 2012, je crois, et donc reconnaissent qu'en facteur de risque dans notre spécialité, donc intra et post-opératoire, le bas débit rénal, les lésions d'ischémie reperfusion par bas débit rénal, vasoconstriction, anémie, hypotension et réchauffement après une CEC hypothermique. Alors, des facteurs de risque liés à la toxicité tubulaire, l'hémolyse per CEC et les transfusions. Les transfusions probablement aussi par l'hémolyse existante dans les clots. L'inflammation, le stress oxydatif. Et comme troisième grand groupe, la congestion veineuse. Et on va passer un par un parmi ces facteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe donc dans cette partie, donc la médulaire externe? Donc 90% de l'oxygène délivré au rein est consommé à ce moment-là, à cet endroit-là, parce que c'est là que est réabsorbé le sel, qui est un processus actif au niveau de la branche ascendante de la hanse de Henle. Donc, il y a donc une vasoconstriction rénale, une hypoxie tubulaire, à ce moment-là, si le rein n'est pas suffisamment perfusé. Il y a des phénomènes de dysfonction endothéliale par réduction de la disponibilité du monoxyde d'azote. Et là, on va revenir là-dessus parce que c'est un des phénomènes qui, qui est très étudié en ce moment. Et puis, il y a des atteintes des cellules tubulaires, donc par ischémie à cet endroit-là. Alors, parmi vous, il y a sûrement qui n'avaient jamais connu la protéine. C'était un antifibrinolytique qu'on avait utilisé largue à manu jusqu'en 2009, lorsqu'une grosse étude dans le New England a montré qu'elle augmentait le risque d'insuffisance rénale. Et à partir de là, tout le monde a brutalement arrêté la protéine et tout le monde s'attendait à ce que ça saigne plus en post-opératoire. Alors, la surprise a été de voir que, en fait, ça ne saignait pas plus. Et donc, on a utilisé cette protéine pour rien durant des décennies. Bref. Là, je vous montre une étude pédiatrique qui, pareil, voulait estimer le risque d'insuffisance rénale, donc d'augmentation de la créatinine. Là, vous avez zéro augmentation, augmentation 50% et diminution. Et donc, avec aproténine, donc en point noir, et sans aproténine en point blanc. Et bon, il n'y a aucune différence, comme vous pouvez constater, les nuages de points, ils sont parfaitement superposés. La grosse surprise a été de voir, dans ce cadran-là, il y a 0 point, ni avec ni sans aprotéine. Donc, si la durée de la CEC est de moins de 100 minutes, il n'y a aucun patient qui a une augmentation de la créatinine, donc supérieure à 50%. Donc, le grand résultat, c'est ça, à mon avis. Donc, ça voudrait dire que c'est bien la durée de la CEC qui va être un des gros facteurs de risque de l'insuffisance rénale dans notre spécialité. Alors, lorsque je travaillais encore à Necker, on avait fait une étude prospective où on a voulu étudier un nouveau marqueur d'insuffisance rénale, le NGAL, un nom qui est difficile à prononcer et qui d'ailleurs a été abandonné dans l'intervalle. En tout cas, on a énormément collecté d'échantillons. Vous voyez, avant CEC, après CEC, 1 à 3 heures plus tard, 3 à 6 heures plus tard, 6 à 9 heures, bon bref, jusqu'à 48 heures plus tard. Et on n'a pas arrêté de collecter. On avait des milliers d'échantillons congelés dans un frigo. Et puis voilà, des 200 patients, 173 n'ont pratiquement pas augmenté ce marqueur d'atteinte tubulaire
donc ils allaient bien. Parmi eux, 23 donc de 200 avaient fait une augmentation et puis très vite, l'NGAL avait baissé. Donc, il y a 48 heures, c'était pratiquement normalisé. Et parmi eux, certains avaient été dialysés. Et puis, il y en a 4 parmi eux qui avaient augmenté énormément l'NGAL et qui s'étaient toujours pas normalisés à 48 heures. Donc, ils avaient toujours une atteinte tubulaire persistante 48 heures plus tard. Et cela, c'était des vraies catastrophes, bien sûr dialysés. 2 d'entre eux étaient sous ECMO. Un troisième avait été repris pour réfection du montage chirurgical. Et puis, voilà. Où je veux arriver, c'est le prélèvement fait juste à la fin de la CEC. Juste à la fin de la CEC, la valeur de NGAL, donc l'atteinte tubulaire, était déjà présente chez ceux qui allaient faire un gros pic de NGAL en post-opératoire. Donc, la lésion initiale se trouve bien quelque part au moment de la CEC. Alors, comment se défend le rein contre les variations du débit sanguin rénal? Donc, le rein, il a un mécanisme d'autorégulation du débit sanguin rénal. Et donc, j'ai fait ces colonnes intentionnellement asymétriques pour vous montrer que 50% à peu près de la réponse autorégulatrice rénale est liée à la vasoconstriction de l'artériole afférente au glomérule en réponse à l'élévation de la pression de perfusion. C'est un mécanisme rapide qui s'installe en moins de 10 secondes. Mais voilà, ici la réponse à l'élévation de la pression intraluminale dans le vaisseau. Donc c'est une réponse myogénique basique. Alors, à peu près 40% de l'autorégulation rénale consiste dans le feedback tubulo-glomérulaire. Alors, lorsqu'il arrive beaucoup de sels intraluminales, donc au niveau de la macula densa, il y a un signal qui est envoyé vers l'artériole afférente pour diminuer le débit, donc pour la vasoconstricter et pour arrêter cet afflux de sels vers la macula densa qui, elle travaille pour le résorber. Et donc ça aussi, c'est un mécanisme qui s'installe assez vite, en moins d'une minute, mais c'est encore une fois un mécanisme de vasoconstriction. Et quels sont les mécanismes de vasodilatation lorsque la pression de perfusion rénale et le DO2, le débit cardiaque diminue? Bah, il y a un mécanisme qui représente que environ 10% de l'autorégulation rénale, un mécanisme qui est encore très mal connu. Et donc, en fait, on constate on est protégé contre l'augmentation de la pression dans l'artère rénale, contre l'augmentation du débit de filtration glomérulaire, mais on n'est pas très peu protégé contre la diminution de la pression dans l'artère et contre la diminution de la filtration glomérulaire. Et alors pourquoi? Parce que dans la nature, on ne veut pas que lorsqu'on fait un effort, quand notre tension augmente un peu, qu'on se mette tout de suite à perdre notre sel et à avoir une diurèse abondante. Donc, on se défend contre ça. Mais contre le bas débit systémique, on se défend très peu et on ne sait pas encore aujourd'hui exactement comment. Alors, ce qui est aussi très troublant, c'est de voir que la pression à partir de les limites de pression où cette autorégulation rénale fonctionne ne sont pas tout à fait les mêmes limites que ce qui fonctionne pour l'autorégulation cérébrale. Donc ça, c'est un travail animal où ils avaient carrément mesuré les débits dans les artères de manière invasive. Et donc là, c'était des rats, je crois. Et si l'autorégulation cérébrale fonctionnait entre ces limites de pression, eh bien, l'autorégulation rénale nécessitait des pressions encore plus élevées pour fonctionner. Donc tout ça pour vous dire qu'on est vraiment pas très doué à protéger notre rein en cas de hypotension et de bas débit. À cela s'ajoute le fait qu'en intrarénal, il y a des mécanismes différents pour auto-réguler la pression, la circulation au niveau du glomérule, donc au niveau de la corticale et au niveau de la médulaire, ce qui rajoute encore à la complexité. Un travail encore expérimental qui nous montre que, donc là c'est l'animal conscient, premier temps, là c'est l'animal sous anesthésie, et là c'est l'animal sous CEC.
Là, c'est sa pression artérielle moyenne. Et là, c'est le débit sanguin rénal, donc une étude invasive animale. Et regardez, et là, c'est la PO2 corticale. Et la PO2 médulaire, alors c'est moi qui ai aplati la figure pour la ramener à la même échelle que la PO2 corticale. Et donc, vous voyez bien que lorsque l'animal est conscient, il a une meilleure tension que lorsqu'on l'a endormi. Et puis, lorsqu'on l'a mis en CEC, et la tension, la pression artérielle est encore moins bonne. Le débit rénal, pareil, diminue de manière significative, mais pas la PO2 corticale. C'est uniquement la PO2 médulaire qui souffre. Donc, l'insuffisance rénale suite à la chirurgie cardiaque est une atteinte médulaire. J'espère que je vous ai convaincu et non pas corticale. Or, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Quelle est la définition de l'insuffisance rénale? Elle est basée sur la créatinine, donc sur la filtration glomérulaire, et sur la diurèse, qui est aussi très dépendante de la filtration glomérulaire et on dépend aussi d'autres facteurs. Donc aujourd'hui, on utilise des marqueurs glomérulaires qui, elles, la région glomérulaire ne souffre pas pour apprécier l'atteinte médulaire qui, elle souffre. Donc la définition n'est pas adaptée. Alors encore un autre travail expérimental qui met des animaux en CEC avec anémie et sans anémie. Donc là, nous avons donc le débit cortical, le débit médulaire. Là, nous avons la PO2 corticale et la PO2 médulaire. Chez les animaux qui, en blanc, n'ont pas d'anémie et en blanc, en noir, qui ont une anémie. Non, pardon, c'est l'inverse. Et donc, vous voyez qu'il y a clairement une différence. L'anémie arrange pas les choses. Alors, on a aussi parlé, on a dit que le réchauffement, lorsqu'on fait de la CEC hypothermique, jouait aussi. Donc là, c'est des simulations à partir de données existantes. Donc c'est diapo est un peu plus difficile à lire. Donc là, nous avons la PO2 vésicale dont on va parler tout à l'heure, qui est un bon indice de la, de l'oxygénation médulaire. Et là, nous avons la pression en millimètres mercure dans cette région externe de la médulaire. En présence d'une autorégulation parfaite, en présence d'une autorégulation pas très bonne et en présence de pas d'autorégulation. Et voyez que lorsqu'on crée une hypotension en CEC, bah, si on a une autorégulation qui marche, bah, on est encore pas trop mal. Lorsqu'on post-CEC, c'est pareil, mais lorsqu'on réchauffe, qu'on ait une parfaite ou imparfaite ou pas d'autorégulation du tout, la PO2 médulaire et la PO2 vésicale sont très très basses. Donc au moment du réchauffement, c'est un autre moment où on rajoute de l'hypoxémie au rein. Et c'est pour ça, lorsqu'on a parlé de réchauffement des CEC hypothermiques, on a dit que le réchauffement doit être très lent et ne doit pas dépasser, je ne sais plus ce qu'on avait dit, je pense que c'était 1 degré par minute. Là, il y a une étude observationnelle humaine qui montre que le risque de développer une insuffisance rénale augmente de 34% par 10 minutes passées avec une ligne artérielle supérieure à 37. Pourquoi? Parce que le rein, il est branché directement sur l'aorte. Il n'y a pas beaucoup de circulation, de distance entre l'aorte et le rein. Et donc, du coup, comme le cerveau, il est réchauffé immédiatement lorsque vous réinjectez du sang chaud. Et donc, du coup, bah, la VO2 augmente brutalement alors que la DO2 n'a pas encore eu le temps d'augmenter. Donc après, dans la diapo précédente, on a aussi dit que la toxicité rénale due à l'hémolyse serait un gros facteur de risque. Et donc là, il y a des auteurs allemands qui, en 2010, avaient fait plusieurs publications où ils soulignaient le fait qu'en fait, l'insuffisance rénale serait une néphropathie, je ne sais pas comment traduire ça, liée au pigment, donc à l'hémoglobine libre. Donc une néphropathie purement toxique et non un peu moins de nature hémodynamique. Donc effectivement,
Lorsque on a une hémolyse persistée, l'hémoglobine libre est une molécule très petite qui va traverser le glomérule librement et donc elle va se trouver dans le tubule. Or, dans le tubule, le pH est acide, donc cette molécule va précipiter. Alors, lorsqu'elle est filtrée et qu'elle arrive dans le glomérule, non seulement elle précipite, mais elle est aussi très toxique pour les membranes tubulaires. Elle va être à l'origine d'une peroxydation de ces membranes-là, selon cette réaction que je ne saurais pas vous détailler. Et puis aussi, cette hémoglobine libre est un agent chélateur pour le monoxyde d'azote libre, hein, qui est finalement le meilleur et peut-être même le seul vasodilatateur rénal qu'on connaisse aujourd'hui. Et donc, si ce processus de chélation se fait à l'intérieur du tubule, eh bien, bah, il y aura moins de vasodilatation euh, assurée par ce ténor, donc il y aura une vasoconstriction médulaire surajoutée. Et donc ça fait sens parce qu'effectivement, des publications même anciennes montrent que le risque d'insuffisance rénale chez l'adulte était directement et voire de manière exponentielle augmenté avec le nombre de culots qui avaient été transfusés aux patients. Et c'est probablement lié à non seulement à l'hémolyse qui est, malheureusement arrive durant la CEC, mais probablement aussi à l'hémolyse qui est déjà présente dans les culots. Et je dis ça parce que dans dans une étude que j'ai dû mettre, mais j'ai inversé mes diapos, l'âge du culot qui est donné à l'enfant était aussi montré comme étant un facteur de risque, donc un culot ancien était un facteur de risque d'insuffisance rénale chez l'enfant. Donc, raison de plus de leur donner que des culots frais. Alors, la question à laquelle on attendait la réponse depuis des années, car on avait peur de faire de la, de l'imagerie chez ces enfants préopératoires, est-ce que les produits de contraste en rajoutaient encore plus à la toxicité rénale de notre CEC? Eh bien, il semblerait non. Heureusement non. Et c'est vrai que beaucoup de ces patients sont explorés de manière assez rapprochée à leur chirurgie. Mais heureusement non. Même si quand on comparait moins un jour, 3 jours ou 3 jours, par rapport au moment de l'exploration et à la mise en CEC, donc à la chirurgie, il n'y avait pas plus de d'insuffisance rénale et donc on peut continuer à les explorer comme on veut, grosso modo. Alors, on a dit la surcharge, donc l'augmentation de la PVC, donc la surcharge volémique, était un risque d'insuffisance rénale aiguë. Oui, j'ai pas trouvé de publication qui en parle à la phase aiguë. Du coup, j'ai mis cette publication qui simplement montre qu'avant de les mettre en dialyse, bah, plus ils sont en surcharge, moins ils ont de risque de survivre. Bon, c'est une extrapolation, mais il y a tout à fait un substrat, un fondement physiopathologique pour penser que la surcharge hydrique en soi était un facteur de risque d'insuffisance rénale. Pourquoi? Alors, souvenez-vous, la perfusion du glomérule, elle commence avec une artère et elle se termine avec une artère. Du coup, le glomérule, il n'est pas du tout impacté par la pression veineuse centrale. Il va fonctionner normalement, la filtration glomérulare va se faire. En revanche, la médulaire, elle est perfusée. La perfusion de la médulaire commence par une artère et se termine par une veine. Du coup, oui, la partie médulaire des tubules vont être impactés par l'augmentation de la pression veineuse centrale, puisque la circulation va être empêchée en cas d'augmentation importante de la PVC. À cela se rajoute le fait qu'il va y avoir un œdème. Si la PVC augmente, il y a un œdème du rein. Or, le rein, il est enfermé dans une capsule qui est rigide. Donc, il va y avoir une augmentation de la pression intracapsulaire et donc forcément une augmentation de la pression intratubulaire. Donc, la stase veineuse, la surcharge volémique va impacter le fonctionnement de la médulaire rénale. Alors, comment on va diagnostiquer alors qu'on a tous ces critères qui sont pas très bons?
Bon, déjà, l'évolution de l'insuffisance rénale par ischémie-réperfusion, il n'y a rien de nouveau. C'est une évolution sur une dizaine de jours jusqu'à la guérison. Euh, les critères tels qu'ils sont toujours définis aujourd'hui par les sociétés savantes sont donc malheureusement basés sur la créatinine et le débit rénal. Alors, il y a ça s'appelle les critères RIFLE, Risk Injury Failure, et le LE, je ne sais plus, Loss of Function, quelque chose comme ça. Il y a un pédiatrique, le P-RIFLE, qui a été proposé, et même un Neonatal Rifle qui a été proposé. Donc, je vous ai mis les auteurs là. C'est l'augmentation de la créatinine par 50% ou la diminution de la GFR par 25, la augmentation 2 fois pour le stade injury, la augmentation par 3 pour le stade failure, et avec les critères de diurèse. Mais encore une fois, n'attendez pas à ce que la créatinine augmente. La créatinine augmentera lorsque la fonction glomérulaire va commencer à baisser. Or, comment baisse la fonction glomérulaire? Si l'atteinte médulaire est tellement avancée que les tubules rénaux sont complètement bouchés et qu'il commence à y avoir une augmentation de la pression en amont et donc une augmentation de la pression dans la capsule de Bowman qui va faire que la filtration glomérulaire va commencer à diminuer. Mais ça va prendre des jours. Or, vous devez agir immédiatement dans les heures qui suivent. Donc, la créatinine, forget it. Alors, et ça, déjà, les réanimateurs adultes l'avaient signalé depuis longtemps. Là, ce sont des patients en insuffisance rénale, enfin, des patients qui avaient eu une chirurgie cardiaque. Ils avaient mesuré donc l'augmentation de la créatinine. Donc là, c'est des patients, le zéro est à ce niveau-là. Donc là, c'est des patients qui avaient diminué leur créatinine. Et là, c'est des patients qui avaient augmenté leur créatinine. Donc, vous voyez tout de suite qu'il y a pas mal de patients qui diminuent leur créatinine. Qu'est-ce que ça veut dire? Que leur fonction rénale, juste post-op, dans les jours post-op, s'était améliorée. Franchement, c'est peu probable. Et donc là, c'est la mortalité à 30 jours. Et donc, vous voyez qu'il y a une espèce de U, une courbe en U, qui montre très clairement que lorsque la créatinine ne bouge pas, donc là, diminue ou augmente très peu, la mortalité est très faible. Et lorsque la créatinine diminue beaucoup, donc, c'est pas amélioré, je pense pas, la mortalité augmente. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la créatinine est très, très diffusible dans l'eau vasculaire, dans l'eau corporelle totale. Ce qui fait que lorsque vous êtes en surcharge hydrique, votre créatinine va baisser. Et c'est ça, en fait, le truc. Ces patients étaient tellement insuffisants rénaux qu'ils étaient en surcharge hydrique manifeste. Bon, après, j'ai pas le détail de combien ils ont été dialysés et tout. Mais vous voyez, ils sont morts plus que ceux qui n'étaient pas en surcharge hydrique et qui avaient des créatinines qui n'avaient pas baissé. Et bien sûr, lorsque la créatinine a beaucoup augmenté, bah, ceux-là aussi, ils n'allaient pas bien parce que clairement, ils avaient une atteinte médulaire médulaire et corticale. Chez l'enfant, nous avons constaté la même chose, un équerre. Là où nous avons donc le zéro qui est là, donc la créatinine ne bouge pas. Le groupe le plus important a diminué sa créatinine. Ça, c'est les jours post-op, voyez, en première semaine post-op. Il y a un petit groupe qui a augmenté de 25% leur créatinine. Quelques-uns de ceux-là ont été dialysés. Et puis il y a un groupe où eux, ils ont franchement augmenté, mais ils n'étaient pas nombreux et ceux-là, parmi eux, il y en avait pas mal qui avaient été dialysés. Mais la majorité, et surtout ceux qui allaient bien, avaient diminué leur créatinine. Alors chez l'enfant, c'est probablement même pas tant la surcharge hydrique, mais c'est l'exanguinotransfusion qu'on leur fait. Souvenez-vous, le nouveau-né, il reçoit au moins 1 kg et un PFC, voire 2 kilos de PFC au total sur son parcours périopératoire. Ah bah, il n'y a pas de créatinine dans le culot, hein. Et dans le PFC, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, hein. Du coup, si on a les exsanguinotransfusés, bah voilà, bah on a épuré la créatinine de cette façon-là. Donc c'est normal. Le, la, la, le-
l'évolution post-opératoire normale de la créatinine chez l'enfant et la baisse. Donc, à ce moment-là, qu'on ne vient pas me donner des critères basés sur la créatinine, il faut les éliminer. Et puis, probablement que chez les nouveau-nés, il va falloir se fier uniquement au débit urinaire. Mais puisqu'on a dit que l'atteinte initiale est médulaire, très probablement qu'on va pouvoir se servir de marqueurs d'atteinte tubulaire. Donc, les marqueurs de filtration glomérulaire, la créatinine, la cystatine C, qui a été, elle, adoptée pour la définition d'insuffisance rénale chronique. Dans un sang rénal aigu, elle a exactement la même valeur que la créatinine. Et puis, pour les lésions d'hyperfiltration compensatrice des glomérules restants, lorsque certains glomérules commencent à fibroser, c'est l'albuminurie. Et les protéines qui sont des marqueurs d'atteinte tubulaire sont des protéines nouvelles. Et donc, nous, on avait, donc, sur la plaque que je vous avais montrée avec des milliers de prélèvements, on avait étudié celui-ci et qui, à l'époque, donc il y a maintenant plus de 10 ans, avait été promu comme une nouvelle troponine rénale. Et c'est vrai que ça augmente très vite en post-opératoire. Malheureusement, ça n'a pas pris parce que chez l'adulte, la sécrétion de cette protéine est multifactorielle. Chez l'enfant, elle était effectivement liée uniquement à l'atteinte tubulaire, mais il n'y a pas sur le marché assez d'enfants insuffisants rénaux pour que le fabricant trouve ça rentable. Et donc, du coup, ça a été malheureusement aussi abandonné. En tout cas, ces protéines-là, elles sont soit induites par l'ischémie et donc sécrétées directement par la cellule tubulaire, soit libérées par la destruction de cette cellule tubulaire, soit sécrétées par des cellules inflammatoires autour de la cellule tubulaire en réponse à l'ischémie. Et donc, cette NGAL en faisait partie de cette dernière catégorie. Et puisqu'elle est sécrétée par les cellules inflammatoires, en fait, chez l'adulte, surtout, ils avaient trouvé qu'elle était sécrétée aussi par d'autres cellules inflammatoires à des ischémies, en réponse à des ischémies à d'autres endroits, et qu'elle n'était pas uniquement, spécifiquement rénale. Et voilà, ça n'a donc pas marché. Bon, donc là, ça répète la même chose. Alors, où on en est au vu de tout ça? On est au CEC, on a probablement là que commence l'atteinte de notre médulaire. Quelques heures plus tard, on va avoir une atteinte installée. Donc là, si on avait ces marqueurs tubulaires, on pourrait la détecter très vite, 2 à 4 heures plus tard. Aussi, l'avantage de ces marqueurs tubulaires, c'est que on les retrouvait dans les urines. Ils étaient directement excrétés dans les urines, donc il n'y avait pas de passage systémique. Voilà, malheureusement, aujourd'hui, on ne les a pas à notre disposition. Si on attend un peu plus, on va avoir des manifestations cliniques 12 à 24 heures plus tard. Donc là, on va effectivement pouvoir, sur les critères RAIF, dire, bah oui, il est un insuffisance rénale, il faut faire quelque chose, mais vous voyez, c'est 12 à 24 heures plus tard qu'on le verra. Et puis, si on attend 1 à 3 jours, on va aussi avoir l'augmentation de la créatinine, mais voilà, c'est un peu dommage d'attendre aussi longtemps. Voilà, encore une fois, ces marqueurs tubulaires qui, voyez, augmentent très, très vite. Là, c'est 6 heures post, là, c'est 12 heures post, 12 heures post. Voilà. Donc, ça a fait beaucoup de publications, mais ça n'a fini à pas nous aider en pratique. Alors, il y a un autre concept qui a été développé il y a, pareil, une dizaine d'années, qui était aussi très prometteur et qui était donc la découverte de ces protéines qui, en cas d'atteinte tubulaire, arrêtaient le cycle cellulaire pour que la cellule endommagée s'arrête de se multiplier et donc ne propage pas le dommage. Donc, c'est des cellules de cell cycle arrest, c'est des protéines de cell cycle arrest, et donc il y en avait deux qui avaient été identifiées, vous voyez, de nom impossible à prononcer. Mais en tout cas, si on utilisait deux d'entre elles et on multipliait le taux qu'on détectait, c'était pareil dans les urines, donc c'était très astucieux, on pouvait, chez l'adulte en tout cas, on pouvait identifier les patients qui étaient à risque très vite. Donc, à la limite, à la fin de la CEC, les premières urines post-CEC, on pouvait
tout de suite dire ce patient il est à risque parce qu'il a commencé à arrêter son cycle cellulaire au niveau de l'endothélium tubulaire. Et donc il y a même donc ça c'est les études chez l'enfant qui avaient montré bon des résultats pas super mais bon pas nuls non plus. Mais vous voyez, avec des très petits effectifs. En tout cas, ça suffit pour que l'industrie se jette dessus et propose le NephroCheck. Ça, ça se nommait comme ça, qu'il y a même le FDA qui l'a approuvé très vite. Et donc avec des multiples publications montrant que voilà, si le NephroCheck est très bas, il y a peu de risques, il y a un peu plus élevé, il y a un risque modéré, et puis voilà, ils avaient même déterminé les seuils du NephroCheck pour identifier l'insuffisance rénale très vite. Donc dès la fin de la CEC, donc là, 2 heures plus tard. Alors après, il y a eu plusieurs magouilles, ce qui fait que le NephroCheck est tombé un peu les gens ont commencé à se douter de de son efficacité et à ma connaissance, aujourd'hui, il a été abandonné, mais j'ai pas le détail de quelle a été prise ou mauvaise pour l'abandonner. En tout cas, nous l'avons testé à Necker parce qu'on avait encore des échantillons suite à nos milliers de prélèvements urinaires. Et donc là, j'ai regardé la baseline, donc chez le nouveau-né. Là, c'est l'enfant un peu plus grand. Et donc, c'est assez troublant de voir que le nouveau-né ne produit pas de ces cellules, de ces protéines-là. Et puis là, c'était en post-opératoire. Donc ça, c'est avant CEC, 1 heure après CEC, 1 à 3 heures après CEC. Nouveau-né et nourrisson un peu plus grand. Et vous voyez, les nouveau-nés ont des taux très, très, très bas de ces protéines qui sont finalement des protéines protectrices, puisqu'ils arrêtent le cycle cellulaire de la cellule endommagée seulement. Donc, mon interprétation à l'époque, ça a été bah, le nouveau-né et son rein est tellement immature qu'il ne peut même pas produire ces protéines protectrices. Et c'est peut-être ça la raison pour laquelle il est plus à risque de faire l'insuffisance rénale. Alors, j'ai pas eu d'écho, personne ne m'a écrit pour me dire s'il était ou pas d'accord avec mon interprétation, mais en tout cas, notre conclusion, c'était que le NephroCheck ne marchait pas chez l'enfant et chez le nourrisson, chez le nouveau-né et chez le nourrisson. Et bon, je ne montre pas la plaque, mais parce qu'on avait en fait tout et n'importe quoi. Les enfants qui avaient été dialysés n'avaient pas eu d'augmentation des NephroCheck et l'inverse. Et donc, on est tombé sur la conclusion que ça marchait pas. Bon, en tout cas, ça continue, la recherche continue, et donc il y a environ 350 publications par année, donc un par jour, qui continuent à s'intéresser à ces marqueurs tubulaires. Donc, espérons qu'un jour on va tomber sur le bon. Et d'ailleurs, il y a les experts qui se réunissent régulièrement pour améliorer ces définitions de l'insuffisance rénale aiguë, proposent de mettre donc des nouvelles classifications où ils vont mettre ces nouveaux marqueurs, mais on attend encore de savoir lesquels. Bon, en attendant, il faut être pragmatique et il faut savoir qu'est-ce qu'on fait pour éviter l'insuffisance rénale vu qu'on ne sait pas la diagnostiquer. Donc, il va falloir s'intéresser à l'oxygénation du rein. Et notamment durant la CEC, puisqu'on a vu que probablement ça commence au moment de la CEC. Donc les index globaux d'oxygénation du rein sont indispensables et indiscutables, hein, mais ils sont pas le reflet de l'oxygénation régionale du rein. Donc on en a d'autres qui sont beaucoup meilleurs. Donc l'AMIRS, que je n'arrête pas de vous la proposer, et vous allez voir un nouveau concept, la PO2 vésicale. Alors, pour commencer avec la NIRS, bon, c'est un travail allemand qui souligne le fait que c'est pas uniquement la profondeur de la chute de la NIRS qui est importante, mais aussi la douleur, la durée. Donc, il faut bien utiliser l'air sous la courbe et pas uniquement la valeur absolue. Et aussi faire la somme des airs sous la courbe, puisque c'est un phénomène qui est donc le risque s'accumule au fur et à mesure du temps. Je remets ma plaque que vous avez déjà vue 2 fois et que je vais pas
redétaillé, mais franchement, croyez-moi, ça coûte rien de mettre une, un capteur dans la région du rein droit. Durant la CEC, vous allez immédiatement identifier lorsque ce gradient s'inverse et donc le rein est hypoperfusé. Alors, mon problème à Marie-Lalonde, c'est que les NIRS qu'on a achetés n'ont que 2 canaux. Et donc, forcément, j'ai 2 capteurs sur le front et j'ai pas de place pour mettre le capteur rénal. Bon, c'est très dommage. J'espère que c'est pas le centre, pas le cas dans votre centre. Et puis, on a parlé de la PO2 vésicale. Alors, pourquoi on s'intéresse à la PO2 vésicale? Donc là, nous avons la branche ascendante de l'anse de Henle, qui est donc cette partie qui se trouve dans la médulaire superficielle. Et regardez à quel point elle est proche de de la de la vasa de la perfusion, enfin des vaisseaux qui entourent, des vaisseaux médulaires, en sachant que ça c'est 30 microns. Donc, vous voyez, ça doit être 2 ou 3 microns. Donc, comme l'oxygène, il est très diffusible, bah forcément, la PO2 dans la lumière de la médulaire, de ce tube, sera pratiquement identique à la PO2 dans le vaisseau médulaire. Effectivement, un travail expérimental qui montre que cette corrélation est parfaitement linéaire. Donc, ça voudrait dire que si on mesure la PO2 dans la vessie, en tout cas de l'urine qui coule fraîchement, pas celle qui est, voilà, on a le reflet parfait de l'oxygénation médulaire. Donc ça se passe avec un instrument qui est assez fragile et qui pour l'instant n'est pas en usage quotidien parce que il est vraiment très fragile et c'est des fibres optiques, je crois, et aussi qui nécessite d'être calibré en permanence, en permanence. Donc pour l'instant, ça n'a pas pris, mais la corrélation est tellement parfaite et donc là, c'est un travail en anesthésiologie qui vous montre comment varie la PO2 vésicale et la PO2 dans la vascularisation médulaire durant la CEC, la post-CEC, il y a une corrélation qui est vraiment magnifique. Donc, ça serait peut-être dans le futur un très très bon euh, moyen de monitoring. Alors, qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui? On a beaucoup parlé de la DO2 per CEC. Eh bien, maintenir un DO2 per CEC correct est déjà un prime movens. Là, il y a Marco Ranucci qui a publié un papier montrant que lorsque on monitor la DO2 en per CEC et qu'on se tient bien à la garder supérieure à 280, eh bien, il y a moins d'insuffisance rénale chez l'adulte. Voilà, mais il n'a pas su expliquer pourquoi l'insuffisance rénale grade 3, donc la plus sévère, finalement n'est pas influencée par cette Goal Directed Perfusion Strategy. Bon. Alors, se pose la question, bien sûr, qu'on a déjà posée au cours de la CEC, de la DO2 critique de l'enfant, des nouveau-nés. Moi, en Necker, nous avons fait un travail où on a proposé un chiffre, mais pour l'instant, il n'a pas été validé par d'autres équipes. Alors après, on a aussi parlé de la pression de perfusion, la CEC, pour justement maintenir au mieux l'autorégulation du débit sanguin rénal per CEC. Alors en Necker, on a utilisé nos données NGAL pour regarder ce qui s'était passé en per CEC en termes de pression. Et on a conclu qu'on ne doit pas accepter, tolérer une diminution de la pression de perfusion qui dépasse plus de 40% de diminution par rapport à la pression idéale, à la pression moyenne idéale. Voilà. Et que s'il y a plus de 40% de chute de la pression pendant plus de 20 minutes, c'était prédictif d'une augmentation des marqueurs tubulaires assez importante et que s'il y avait une diminution de plus de 50% de la pression par rapport à la pression idéale pendant 5 minutes, là aussi, il y avait une augmentation. Donc, vous voyez, il n'y a pas que la profondeur de la chute de la pression qui compte, il y a aussi la durée. Donc, il faut toujours réfléchir en termes de R sous la courbe.
Donc, on avait dit le réchauffement de les CEC hypothermique était était un moment où le rein était à risque. Donc, il faut pas injecter à plus de 37 degrés pour éviter hyperthermie cérébrale, mais je dirais aussi rénale. Et puis, ne pas réchauffer à plus de, bah, je m'étais trompée, plus de 0,5 degrés par minute lorsqu'on réchauffe. Faut limiter bien sûr les transfusions et ça ne marche que en faisant des très petits circuits. Il faut utiliser des culots frais pour éviter qu'on transfuse aux patients de l'hémoglobine libre qui est donc issue de l'hémolyse physiologique à l'intérieur du culot. Le débit pulsé et le débit non pulsé. Le débit non pulsé a été mis en cause aussi dans la surrénalisation rénale. Il y a un auteur notamment qui s'appelle Undar, qui a beaucoup publié sur la CEC pulsée. Alors, lui, il a un très gros labo de recherche aux États-Unis. Et donc, la plupart de ses publis, bah, enfin, même, je dirais, exclusivité, sont des travaux expérimentaux. Mais pour l'instant, chez l'humain, personne n'a montré l'avantage d'avoir un CEC pulsé par rapport à un CEC avec un débit plat. Je n'ai pas de nos données sur le rein, mais voilà, c'était ça c'est un ça c'est la diminution de la NIR cérébrale par rapport au fait d'avoir un débit pulsé ou pas. Donc le débit pulsé améliore la NIR cérébrale, donc probablement aussi la NIR rénale, mais ce n'est qu'une supposition. Les vasodilatateurs rénaux, ça c'est sûr, ils vont diminuer l'incidence de l'insuffisance rénale opératoire. Donc là, c'est une étude italienne qui a utilisé le même marqueur que moi, le GAD. Et donc, ils ont montré que lorsqu'ils se donnaient donc le phénoldopam, qui est un très bon vasodilatateur rénal, en PER-CEC, eh bien, en post-op, donc à 12 heures post-op et à l'admission en réanimation, bah, il y avait moins de marqueurs d'atteinte tubulaire que ceux qui n'avaient pas reçu des phénoldopam. Donc, c'est un peu logique. Et puis après, la dexmédétomidine, pareil pour la même raison, vasodilatateur rénal. Il y a moins d'insuffisance rénale. Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'une étude où le phénoldopam et le Dexdor est donné en post-opératoire, pas durant la CEC. Mais voilà, le haut de ratio est très, très significatif pour le post-op, pour l'insuffisance rénale post-op. Donc oui, donner des vasodilatateurs rénaux, ça fait sens. Alors, le bicarbonate, on avait dit que un des phénomènes qui fait que le tubule souffre et que peut se boucher est la précipitation de l'hémoglobine libre dans le milieu acide. Donc, pourquoi ne pas alcaliniser les urines et à ce moment-là, l'hémoglobine libre ne précipite plus. Effectivement, lorsqu'on donne des très très fortes doses de bicarbonate, étude en anesthésiologie, donc à prendre au sérieux, montre qu'il y a moins d'insuffisance rénale avec des eaux de ratio très significatifs, mais alors il faut en donner beaucoup. Alors en équin, on n'a pas osé donner ces doses-là et on s'était dit on va donner du bicarbonate systématiquement à ceux qui sortent avec une hémoglobinurie macroscopique. Le problème, c'est qu'on n'a pas jamais réussi à collecter correctement les données et faire l'analyse. Donc, bon, je pense que ça ne coûte pas grand-chose de donner le bicarbonate, notamment lorsque vous avez des hémolyses macroscopiques, là, c'est clair. Quand il n'y a pas d'hémolyse macroscopique, il y a pour l'instant pas assez de données pour vous conseiller de faire ça. Autre stratégie qui, pour l'instant, n'ont pas assez de preuves, bah, donner des agents d'anesthésie inhalés. Bon, ne pas faire l'hyperthermie, bien sûr, de faire un CEC pulsé, à éviter l'hémodilution, donc l'anémie, bien sûr,
garder une pression de perfusion la meilleure possible. Ultrafiltration intraopératoire, ça pour l'instant, chez l'enfant, on n'a jamais réussi à montrer que ça diminuait le risque d'insuffisance rénale. Et puis il y a une chose qui, elle est de point de vue pathophysiologique très très prometteuse, c'est de donner du monoxyde d'azote. On a dit qu'il y a un processus de chélation du monoxyde d'azote au niveau de la circulation tubulaire du fait notamment de l'hémoglobine libre, qui est un très fort chélateur. Et donc, du coup, la médullaire se vasoconstricte parce que il y a plus d'NO pour la garder vasodilatée. Donc, donnons de l'NO. Et donc là, c'est une étude où le NO est donné. Donc, là, c'est le groupe contrôle en blanc et le groupe NO en noir. Le NO est donné via le oxygénateur de la CEC, enfin, donné dans la sonde d'intubation tant que le patient est ventilé. Ensuite, lorsqu'on est en CEC, via l'oxygénateur. Et puis, lorsqu'il est séparé de sa CEC, redonner ça via la sonde d'intubation. Et puis, l'arrêter progressivement en réanimation. Et donc là, c'est la mesure de la consommation plasmatique de NO, donc la vitesse de disparition de l'NO du plasma. Et évidemment, elle ne disparaît pas lorsqu'on donne de l'NO alors qu'elle est complètement disparue lorsqu'on n'a pas donné de l'NO durant la CEC. Et puis, le résultat, il est très bon, hein, parce que le risque de faire une insuffisance rénale post-opératoire dans la première semaine post-op est donc significativement diminué. Et puis, un résultat qui est encore plus prometteur, c'est que le risque de faire une insuffisance rénale chronique durant l'année qui survient, qui suit, est diminué aussi. Donc ça, c'est à ma connaissance la seule publique donne un résultat aussi positif et aussi prometteur. Et donc peut-être que l'avenir sera là à, à tout simplement donner du Leno durant toute la CEC. Voilà. Mais j'ai pas chez l'enfant, j'ai pas trouvé de publication et pour l'instant on en est là. Alors tout le reste, c'est très très décevant. Là, c'est une méta-analyse de tout ce qui a été essayé, le phénoldopam avant-après à titre préventif. Après, j'ai une plaque aussi à titre curatif une fois que l'insuffisance rénale est installée. Il y a les vasodilatateurs forcément qui marchent un peu, le phénoldopam et le ANP. Il y a même des gens qui ont donné du BNP. Bon, le problème des vasodilatateurs, c'est que si la pression de perfusion baisse beaucoup, alors l'autorégulation rénale est abolie et ce n'est pas non plus très simple à gérer non plus. Le risque de effet estimé sur le recours à la dialyse lors d'une utilisation à titre préventif, les mêmes médicaments qui sont testés, les vasodilatateurs marchent, certes. Juste, je vous fais remarquer, les diurétiques ne marchent pas, ils marchaient pas non plus dans la plaque avant. Donc, l'usage des diurétiques ne diminue pas le risque de survenue de l'insuffisance rénale, ne diminue pas le risque de survenue d'insuffisance rénale grave nécessitant la dialyse, voire la grave, puisque l'autre ratio, il est plutôt dans les supérieurs à 1. L'effet estimé sur la mortalité, bah là, il n'y a rien qui marche, donc on passe. Et puis on arrive au traitement de l'insuffisance rénale installée. Et là encore, la seule chose qui marche serait les vasodilatateurs rénaux qui diminuent le risque de dialyse lorsque vous avez une insuffisance rénale installée. Mais là, encore une fois, à condition que la pression de perfusion rénale ne soit pas complètement, complètement abaissée. Et donc, bah, les moyens d'épuration extra-rénale chez l'enfant, chez le petit, on fait beaucoup de dialyse péritonéale. Et chez le plus grand, on fait plutôt de l'épuration véno-veineuse. L'hémodialyse intermittente, je l'ai laissée, mais en fait, elle est abandonnée par toutes les équipes de réanimation parce que elle fait des variations hémodynamiques beaucoup trop brutales. Donc, en fait, ce qui est utilisé aujourd'hui, ce sont des méthodes continues. Alors, comment les choisir? Donc, à la limite, je devrais même supprimer cette colonne.
comment les choisir en pédiatrie? Alors, la dialyse péritonéale, il faut pas la mépriser parce que elle fonctionne très bien chez le petit enfant. Donc, elle peut même très vite corriger une hypercalémie, une surcharge hydrique si elle est modérée, et puis elle est surtout très facile à mettre. Alors, bien sûr, on peut pas la mettre chez ceux qui ont des défauts de paroi, des hernies, lorsqu'il y a déjà une entérocolite installée et lorsqu'il y a une dérivation ventriculo-péritonéale. Alors que les moyens d'épuration véno-veineuse, certes, elles sont très efficaces et donc elles marchent même quand la surcharge hydrique est majeure. Euh, mais alors, c'est compliqué chez les petits. Ça nécessite d'abord euh, par veineux, par dénudation chirurgicale, car il y a des très gros cathéters à insérer. Bon, à Necker, on faisait beaucoup de dialyse péritonéale et moi, j'ai surtout cette expérience de la dialyse péritonéale. Alors, elle assure une ultrafiltration qui n'est pas négligeable du tout. 4 millilitres kilo heure chez le nouveau-né n'est pas négligeable, en sachant que ce qu'on lui demande de faire, c'est 2 à 4 en diurèse. Donc, c'est parfaitement adapté au petit poids. Même la clairance de la créatinine est pas mal. Souvenez-vous, on a dit lorsque l'enfant naît, il a une clairance à 5 et la augmente à 40 à la fin de la première semaine. Donc avoir une clairance à 20 est parfaitement raisonnable chez un petit qui vient d'avoir une chirurgie complexe. Et puis surtout, il y a très peu de complications. En équerre, on avait pris une cohorte sur 9 ans et on a estimé qu'il y a une complication grave. Je ne parle pas de fuite de cathéter qui fuit sur le côté ou voilà, une complication grave, c'est-à-dire perforation digestive ou saignement, voilà. Donc ces complications graves sont vraiment rares et donc dans une équipe expérimentale, survenait une complication pour 25 jours de dialyse. Donc, vous voyez, c'est pas, il n'y en avait pas beaucoup qui restaient dialysés 25 jours. Alors, on avait des critères très stricts à un moment donné. Si l'oligurie était inférieure à 2 millilitres kilo-heure, au-delà de 4 heures, on commençait, après avoir tout essayé, augmenter la précharge, augmenter les inotropes et tout, on finissait par les dialyser. Et donc, on faisait pas mal de dialyse. Alors, surtout, ce qu'on a observé, c'est que lorsqu'on traînait et qu'on les dialysait un peu plus tard, leur mortalité était, donc là, c'est la courbe de survie, leur survie était beaucoup moins bonne que lorsqu'on ne traînait pas et qu'on les dialysait dès qu'on avait ces critères-là. Et donc, avec un hasard de ratio qui était quand même 0,5, donc on divisait par 2 le risque de mortalité à 90 jours si on ne traînait pas avec la dialyse. Voilà, et donc quelques mots sur l'insuffisance rénale chronique qui a longtemps été négligée jusqu'à ce qu'il y a eu cette très grosse publication dans Circulation, vous voyez, 2008. Jusqu'en 2008, en fait, on n'en parlait pratiquement pas et qui montrait que bah, les jeunes adultes porteurs de cardiopathie, opérés ou pas opérés, avaient un risque élevé d'insuffisance rénale chronique et qu'il fallait commencer les monitorer aussi de ce côté-là. Et que notamment lorsqu'ils avaient des insuffisances rénales chroniques avancées, c'était un risque supplémentaire pour eux de mourir dans les années à venir. Et donc, du coup, c'est un vrai problème auquel il fallait que le cardio s'y intéresse. Et à partir de là, on a commencé à avoir plus de publications. Donc, le risque était plutôt, surtout élevé chez les patients Eisenmenger. Donc, je pense que vous avez déjà eu le cours sur, sur d'ailleurs, vous avez, oui, Marilyn Lévy vous en a beaucoup parlé de l'Eisenmenger. C'est ceux qui avaient des hypertensions pulmonaires fixées et qui étaient devenus inopérables et du coup qui avaient des pressions très élevées dans le cœur droit. Du coup, ceux-là, ils avaient une stase veineuse, une congestion veineuse rénale constante.
Et donc, ceux-là, bah, ils avaient déjà des insurances rénales très élevées, à des stades avancés, alors qu'ils n'avaient que 36 ans en moyenne. Et donc, ce risque était, donc 72% d'entre eux avaient des GFR de moins de 90 et 18 d'entre eux avaient déjà une insuffisance rénale sévère. Et donc, ceux-là, ils avaient un autre ratio de 3, donc 3 fois plus de risque de mourir dans l'année, je crois, que les autres. Donc, il faut que on s'intéresse aussi à l'insuffisance rénale chronique. Alors là, par contre, je ne dirais rien de la créatinine, elle est presque parfaite. Elle est un marqueur d'atteinte glomérulaire et l'insuffisance rénale chronique est une atteinte glomérulaire. Alors, la seule chose qu'on peut reprocher à la créatinine, c'est qu'elle dépend beaucoup de la masse musculaire. Et donc, ceux qui sont un peu plus musclés ont plus de créatinine que ceux qui sont un peu moins musclés. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu la cystatine qui a été proposée, puisque la cystatine ne dépend pas du tout de la masse musculaire. Et donc, les nouvelles formules d'estimation de la fonction rénale, de l'insuffisance rénale, sont basées aussi sur la cystatine. Donc, voyez, là, c'est la nouvelle équation de estimation du GFR uniquement par la créatinine, et ça, c'est celle qui est très utilisée aujourd'hui aussi par la cystatine. Et puis la deuxième chose, la deuxième nouveauté dans l'estimation de l'insuffisance rénale chronique, c'est qu'on ne prendra plus en compte uniquement ces deux marqueurs-là, mais aussi l'albuminurie, qui est aujourd'hui considéré comme un marqueur à toute sa valeur comme marqueur d'insuffisance rénale chronique. Pourquoi? Parce qu'en fait, les néphrons, lorsque la masse de néphrons diminue, ben, les néphrons existants qui continuent à fonctionner vont hyperfiltrer. Et à ce moment-là, ben, il va y avoir un peu d'albumine qui va passer dans les urines. Et le fait d'identifier une albuminurie est un signe d'alarme parce que ça voudrait dire que la masse néphronique a déjà tellement diminué qu'il y a une hyperfiltration compensatrice. Et donc, c'est un des critères. Alors aussi, la nouveauté, enfin là, je m'adresse à ceux parmi vous qui avez à peu près mon âge, où on nous a appris que la diminution de la GFR et donc le début de l'insuffisance rénale chronique le seuil est de 90. Aujourd'hui, il n'est plus de 90, il est de 60. La population aujourd'hui, elle est plus vieillissante. Donc, du coup, bah, on est un peu plus permissif avec l'augmentation de la créatinine, mais surtout, la technique de mesure de la créatinine a changé. Avant, c'était une technique colorimétrique et aujourd'hui, c'est une technique enzymatique qui donne du coup des résultats différents. Donc aujourd'hui, c'est plutôt 60, en dessous de 60, qu'on estime qu'une insuffisance rénale, que le GFR est pathologique chez un adulte et qu'il est donc en stade 1 de l'insuffisance rénale chronique. Alors, chez l'enfant, on ne sait pas encore. Et beaucoup de publications continuent à utiliser 90 comme seuil parce que on estime que, bon, certes, on est plus permissif parce que la population adulte est vieillissante, mais c'est pas pour autant qu'il faut pénaliser les enfants qui, eux, ont quand même le droit d'avoir une masse néphronique plus, plus costaud, plus fournie. Et donc, du coup, beaucoup de publications en pédiatrie continuent à utiliser comme ce 90. Donc là, vous voyez, il y a l'albuminurie comme critère 1, 2 à 3 et les critères sur la GFR, voilà. En sachant que ce qui est vert là, c'est risque très faible et puis après pas de risque, risque très faible et puis voilà, risque élevé. Alors, puisque cette publication dans le Circulation avait été aussi alertante et aussi importante, à Necker, on a voulu regarder un tout petit peu plus tôt ce qui se passe à l'âge de l'adolescence. Est-ce que les enfants arrivés à l'âge adolescent ont déjà des signes d'insuffisance rénale? Et puis, on avait 400 patients à inclure. Et puis, l'analyse faite au 120e patient ne trouvait toujours pas d'insuffisance rénale, alors qu'on avait une population parfaitement de tout venant. Il y avait aussi des cardiopathie très complexes dans notre population, comme il y en avait des très simples.
Et en fait, il n'y en a aucun d'eux qui avait des signes d'insuffisance rénale, donc on a abandonné, bah voilà. Donc on ne sait pas qu'on sait que l'insuffisance rénale elle s'installe vraiment dans cette population, mais voilà, à 32 ans, ça semble déjà un peu tard. Donc, probablement qu'il faut qu'on continue à creuser. Alors, les facteurs de risque de l'insuffisance rénale chronique dans des cardiopathies, bah, le primum et le plus important, c'est la cyanose. C'est ceux qui sont cyanosés, les Eisenmenger, qui ont un risque important. Donc, c'est eux qui vont avoir une albuminurie très tôt et aussi, voilà, du fait de la viscosité, de l'augmentation de la pression de filtration, du fait de la viscosité. Alors après, ceux qui ont une défaillance du ventricule systémique, donc bah, les ventricules uniques viennent en première ligne là, parce que c'est eux qui sont défaillants en premier. Donc c'est le syndrome cardio-rénal que vous connaissez tous, avec la rétention hydrosodée. Et puis en dernier vient ceux qui ont une défaillance ventriculaire droite. Donc il y a des phallos négligés avec des ventricules droits qui souffrent, qui sont déjà en stade d'insuffisance rénale chronique. Et puis là, on va aussi euh, euh, ajouter bah, les dérivations cardiopulmonaires totales dont vous allez parler là, au module prochain, qui au départ, lorsqu'on les fait, ont des pressions très basses dans le montage, mais qui finissent par, au fur et à mesure du temps, par abîmer leurs poumons et puis à avoir des résistances vasculaires pulmonaires de plus en plus élevées. Donc, du coup, la pression dans le montage augmente. Donc, dans la pression veineuse dans la veine cave inférieure augmente et donc le rein se dégrade progressivement. Voilà, c'est à peu près ce que résume cette diapo. Euh, donc, j'espère que je suis dans les temps. Donc, comme conclusion, l'insuffisance rénale aiguë est une complication sévère et on a encore du mal à la diagnostiquer précocement aujourd'hui parce qu'on n'a pas des marqueurs tubulaires qui soient d'usage courant. Et puis la meilleure façon, c'est d'essayer de la prévenir. Et moi, profondément, je crois dans les dans les paramètres d'oxygénation rénale qui, à mon avis, devraient être obligatoirement surveillés en PRCEC. On a quand même fait des progrès, on a miniaturisé les circuits de CEC. Euh, alors après, le traitement, il est décevant. Euh, les- la prévention médicamenteuse est pour l'instant décevante. Peut-être que l'ENO est la solution, mais pour l'instant, j'ai pas assez d'arguments pour vous le vendre. Et puis voilà, le dépistage de l'insuffisance rénale chronique devrait faire partie sur le suivi standard de tout cardiopathe, opéré ou pas. Ok. Question après ce marathon.